Aujourd'hui, on va explorer la Renaissance en art, puisque c'est un des thèmes de ma licence et je préfère me préparer, ça me permettrait de réviser correctement. Donc, par rapport à la Renaissance en art, c'est un mouvement artistique qui émerge dans presque toutes les villes d'Italie. Je peux citer Naples, Florence, Rome ou encore Venise, mais c'est essentiellement en Florence que cela prend son essor vers les années 1350, mais on pourrait l'étendre vers les années 1400. Ce que je peux observer, c'est le changement radical et drastique des courants de pensée par rapport à la Renaissance, contrairement au Moyen Âge. Vous savez que le Moyen Âge, c'est une période beaucoup plus terne, très fermée d'esprit, où les thèmes religieux sont beaucoup favorisés, donc notamment les portraits de bourgeois, de nobles, etc. Et en ce qui concerne la religion, je trouve que c'est assez dogmatique dans le sens où l'homme devient presque un animal social, donc un simple prêcheur, qui doit obéir à Dieu, à ses convictions et donc il renonce à cette part quand même, de critique qui est essentielle, pour, l'évolution et la bienséance, bah, du courant de la Renaissance forcément. Ce que j'aime beaucoup par rapport à la Renaissance, c'est déjà la favorisation des nouveaux thèmes et d'anciens sujets, qui reprend un peu plus, bah, son individualité comme, la mythologie, qui est beaucoup plus centrée, qui fait référence à la Grèce antique et à la Rome. Par rapport aussi aux nouvelles techniques d'apprentissage, donc je vais vous expliciter un peu plus en profondeur, ce renouveau artistique et également le portrait de ceux qui ne détiennent pas le pouvoir, donc de simples individus qui, contrairement au Moyen Âge, généralement, les mécènes, qui étaient des bourgeois, des personnes, de la haute classe, avaient le droit à leur portrait donc peint par des artistes de la renommée comme, Michel-Ange ou encore, par exemple, je peux citer, Léonard de Vinci qui est un célèbre peintre qui a fait la Joconde, mais je pense que ça vous le savez tous et je peux citer aussi l'Adoration des mages qui est un de ces tableaux et donc il retranscrit fidèlement bien, cette volonté, d'idéal par rapport à la Renaissance, donc en mettant en scène des humains avec, des expressions très réalistes et l'humain devient presque le sujet principal et non le champ religieux, où au Moyen Âge on mettait l'humain presque en arrière-plan comme un personnage secondaire. Là, l'homme devient une figuration presque imagée, presque imperceptible et donc il fusionne presque avec, et le cadre dans lequel il est, que ça soit, de par les expressions réalistes, de par les détails, les réflexions qui lui sont, propres et par rapport, aux nouvelles techniques, il y a à la fois la peinture à l'huile, donc il y a à la fois des qualités, des inconvénients que je peux citer. Donc les qualités, ça va être la brillance, les éclats de couleurs, la facilité aussi pour ces artistes, de travailler sur des tableaux de petite taille, ce qui était assez, populaire pendant la Renaissance mais également la perspective, donc ça va changer considérablement, le regard des spectateurs vis-à-vis des tableaux, puisqu'il y aura cette impression de grandeur, de vivacité, de volume, mais même de profondeur. Donc il y a une représentation au niveau 3D et non 2D comme c'était le cas au Moyen Âge. Les plans aussi sont variés, différents et surtout ce qui est important, c'est qu'ils respectent les modèles de proportion de la réalité. Donc lorsqu'on va dessiner ou on va peindre par exemple, une statue par rapport à une église, on va respecter fidèlement les tailles. On va pas mettre la statue plus grande, qu'elle ne l'est en réalité, par rapport à l'édifice religieux. Et c'est également le cas pour, des éléments que je peux retrouver qui sont assez, diffus. Ça va être notamment la peinture flamande qui va rajouter beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de reflets, non pas forcément dans le thème de l'individualité, mais plutôt, dans des éléments disparates comme, des miroirs qui vont avoir des connotations très symboliques, qui vont être reliés plutôt aux esprits, au monde, un peu surnaturel, d'où s en tout cas l'émergence des thèmes gréco-romains qui vont avoir, plutôt attrait à l'aude à l'imaginaire, à la contemplation, le renouveau des thèmes antiques, je dirais. Par rapport au corps, ce que je peux voir, c'est que les humanistes vont remettre l'homme avec ses propres valeurs, ses propres convictions. Donc, il y a une valeur des croyances qui est beaucoup plus supérieure, par rapport à l'Antiquité, par rapport au Moyen Âge, donc des périodes d'avant. Ils vont renouer avec, ces thèmes très, très antiques et qui vont mettre l'accent sur la singularité, ce qui s'oppose aux visions, très fermées du Moyen Âge et en plus, il y aura une recherche de l'idéal de la vie à travers des courants de pensée, tels que, bah, l'humanisme, mais également par rapport à l'art, la science, la littérature et l'homme, vise en tout cas à développer son esprit critique, donc à s'interroger sur le monde qui les entoure
Je peux citer une œuvre très connue qui s'appelle La naissance de Vénus, donc de Sandro Botticelli, qui a été réalisée en 1485 et donc qui est le produit, en tout cas de cette vision symbolique du désir, où Vénus en est le symbole. Donc c'est un tableau païen qui est issu, des religions, en tout cas auxquelles, croyaient les Grecs et les Romains à cette époque, qui vénéraient beaucoup les dieux, beaucoup leur puissance symbolique et Sandro Botticelli était à la recherche de cet idéal de perfectionnement, surtout par rapport au principe, du nu féminin, qui est à la fois frontal, direct, de grandeur nature et donc qui représente vraiment cette vitalité. Très important à savoir par rapport aux Médicis, c'est qu'ils vont beaucoup financer, des tableaux qui vont devenir, populaires, notamment dans notre monde moderne et donc c'est grâce à eux, en quelque sorte, où certains tableaux ont pu être conservés. Parce qu'avant, malheureusement, il y a eu beaucoup de censure par rapport à des peintures telles que des nus, puisque c'était considéré comme, des atteintes à la pudeur, à l'intégrité humaine. Surtout les courants, religieux qui, brûlaient des tableaux et je peux en citer, des dizaines. Donc, bien évidemment, Léonard de Vinci ou même, d'autres peintres, malheureusement, ont eu des œuvres qui ont été détruites et donc, qui ne seront jamais connues au grand jour. Je peux aussi citer Michel-Ange, qui était un érudit, donc qui a eu quand même, des réactions vives par rapport à ses peintures qui étaient rejetées, pendant son époque, mais qui maintenant est devenu célèbre, ce qui est assez paradoxal. Et encore, Raphaël, qui a fait le célèbre tableau L'école d'Athènes entre 1508 et 1512, donc dont je vais développer un peu plus l'analyse en profondeur par rapport à cette notion de perspective, qui est assez importante, à la Renaissance. Pour, apporter un peu plus de contexte sur les origines de Vénus, cela se déroule vers la Grèce. C'était il y a environ 3000 ans, donc d'après le poète qui s'appelle Hésiode, mais je pense que c'était plus un nom anonyme pour préserver déjà son intimité et pas mal de poètes, utilisaient un nom de subterfuge pour, déjà peut-être résister aux censures et cetera. Et donc dans cette légende de la naissance de Vénus, avec Chronos qui est le fils de Gaïa, qui est, la déesse de la terre et d'Ouranos qui est le dieu du ciel, donc aurait coupé le sexe de son père en le jetant à la mer et la semence d'Ouranos aurait plutôt fécondé la mer et ainsi donné naissance à Vénus. Donc vous voyez déjà que l'histoire, certes anecdotique, devient un peu plus bizarre et étrange, mais ça a une signification particulière, sans doute à cette période et peut-être aussi qu'on associait la nudité, ces thèmes presque de travestissement, de pudeur à quelque chose d'idyllique qui renforçait ce sentiment de profondeur, par rapport à l'érotisme. En ce qui concerne la symbolique de Vénus, ça reste quand même la déesse de la beauté et de l'amour qui paradoxalement a été engendrée par un acte assez, répulsant. C'est aussi intéressant, on retrouve une subtile référence phallique, donc des parties génitales, d'Ouranos au sein du tableau, notamment en bas à gauche. Alors l'image n'est pas très représentative de ce que c'est la partie génitale, mais en tout cas elle est plutôt réduite à une image de fleur et c'est pour ça qu'il y a une véritable sublimation, une ode à l'imaginaire dans cette peinture. Parce que même les thèmes qui sont assez incestueux, je ne vais pas vous le cacher, sont retranscrits de manière un peu plus enjolivée, ce qui donne, une profondeur et en tout cas une véritable désincarnation, à l'œuvre même. Maintenant, je vais passer à l'analyse de l'œuvre qui est hyper intéressante puisqu'il y a beaucoup de représentations cachées. Ce que j'aime bien aussi, c'est la subtilité à travers les nombreuses métaphores qui peuvent subsister, et je trouve qu'il y a beaucoup aussi de ressemblances avec, le monde moderne, via le fait d'avoir nos propres traditions, mais en même temps de s'émanciper pour aller vers une modernité beaucoup plus créative, créatrice aussi et beaucoup plus libre. Donc je commence. Vénus, donc qui est un nu féminin frontal direct, va être sur une conque de couleur nacrée. Donc une conque, c'est comme un grand coquillage. Son corps est dessiné par des lignes sinueuses. Et je vous rappelle aussi que les peintres de la Renaissance misaient beaucoup sur les jeux de lumière au niveau de la peau, les textures, au niveau des détails, ce qui avait une importance majeure puisqu'on essaie de représenter au mieux l'expression des personnages beaucoup plus humanisants que par rapport, au Moyen Âge où on les réduisait presque à des rôles, entre guillemets «de robots», très aliénés par la religion et les courants dogmatiques. Ce
qui me fascine aussi, c'est, sa tête inclinée, son visage qui laisse apparaître à la fois une douceur mélancolique, comme si elle était perdue dans une sorte, d'entre-deux, entre un passé qu'elle essayait éperdument de rechercher, mais qui est hélas révolu et qui lui laissait peu de place, en tout cas à un libre arbitre. Ce qui faisait que lorsqu'elle est debout sur ce coquillage merveilleux, elle est comme emportée par le rivage, par 2 figures, très importantes qui vont avoir un lyrisme assez particulier la concernant. Malgré, sa nudité, il y a aussi une certaine pudeur qu'elle transmet. Déjà, on peut le voir par, ses mains, ses cheveux, puisqu'elle dissimule maladroitement ses parties intimes. Ses hanches sont aussi dans une direction contraire à ses épaules. C'est-à-dire que sa silhouette, de par ses mouvements, très opposés qu'elle peut avoir, va apporter une sensation de mouvement, en tout cas cette illusion, d'apporter de la profondeur, au niveau du tableau et son expression, en tout cas sa pose, va imiter beaucoup les Médicis. Je fais référence aux statues grecques qui ont été financées par ceux-là et qui vont représenter des exemplaires, par exemple, de la Vénus de Milo, si je peux en citer un, par exemple. Le coquillage, lui aussi, est un symbole à la fois de pureté, de brillance, de vitalité, puisqu'il émerge dans les mers. C'est un écho, indispensable à l'existence, en tout cas sa propre existence à elle. C'est un symbole aussi sexuel par la ressemblance avec les organes intimes, donc féminins, qui est associé à la fécondité, au plaisir des sens, mais aussi au florilège de tout ce qui subsiste dans cette vie, que ça soit par la végétation qui elle-même est très, verdoyante. Donc ce signe de fertilité est beaucoup renforcé par, la présence de gauche et la présence de droite. Donc je vais vous expliciter un peu plus, qui sont ces personnages, qui peuvent être énigmatiques bizarrement, qui peuvent aussi en tout cas aux premières apparences, ne sembler pas du tout collés, à la vision, très irréaliste de la déesse Vénus, mais qui avec un peu plus de recherche et de profondeur, on se dit qu'il y a beaucoup plus de ressemblances que, sur ce laisser paraître. À gauche se trouve Zéphyr, qui est le dieu du vent, qui est joufflu et donc enlacé par Chloris, sa compagne, qui est la nymphe des fleurs. Elle anime la végétation par, il y a plusieurs éléments, on peut le reconnaître, donc la pluie de roses qui l'entoure, et donc le souffle divin de ce duo va pousser Vénus sur le rivage. Il craint à la fois un mouvement esthétique, mais aussi une sensation de dynamisme, puisque on va le voir par la présence de la Vénus, euh, où ses cheveux vont voler en éclats par rapport au vent. La cape aussi va se gonfler, les tissus vont être plus ou moins brillants selon certaines parties, donc ce qui va refléter des zones d'ombre et de lumière. Et il est l'expression de la vie symbolique qui va apporter visuellement une sorte d'agréabilité au mouvement. Et à droite, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle Une des Heures, qui est une créature féminine regroupée en 4 saisons, donc normalement l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, et celle-ci représente le printemps. Je ne sais pas pourquoi elle est séparée du reste des heures, qui sont aussi représentées dans pas mal de tableaux de Sandro Botticelli. Je pense à un tableau où elles sont toutes représentées dedans, et elles incarnent les rythmes de la vie par déjà ces cycles incessants, le début, la fin, le jour, la nuit. Donc cette dualité qui est omniprésente dans l'essentiel de ces thématiques, et ça retranscrit fidèlement bien, je trouve, cette division du temps et cette division de l'espace, à la fois à travers, ces thèmes, en tout cas ces thèmes très, désacralisés, et cette vision duelle entre le bien, le mal, entre l'imaginaire et la réalité. Et vous allez le voir parce qu'il y a un symbolisme, très particulier, dans cette œuvre, c'est que le tableau va représenter une transmission de la beauté, donc qui est fait du divin au monde des mortels, comme si ces 2 figures, Chloris et Zéphyr, l'emportaient loin du rivage, donc l'emportaient loin du mythe gréco-romain pour l'amener de plus en plus vers une vision réaliste et l'embarquer malgré elle, dans, ce tremplin qu'est la Renaissance, qui est la période du renouveau. Le printemps fait aussi écho à l'amour, qui est une période, propice, à la reproduction, d'où ce rapport, érotique, qui est entretenu dans le tableau. Elle tient également un manteau rouge, donc je ne sais pas si vous savez, quelle est la symbolique du rouge, mais c'est une couleur, très puissante,
qui caractérise la force de vivre, mais aussi la passion. La passion par rapport au corps, mais aussi une passion, et une soif aussi de s'expanser et d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus affranchi du passé. Donc il y a un lien à la fois presque, d'attachement sur, ses origines anciennes, mais en même temps cette volonté de dépasser tous ces conditionnements-là, ce que je peux appeler, cet objet de désir qui n'est plus seulement un symbole, mais une réalité qui s'ancre de plus en plus. Et d'ailleurs, Sandro Botticelli a fait exprès de représenter cette Vénus, très irréelle, pour nous signifier qu'elle vit entre 2 mondes, entre celui de la désincarnation et celui de l'incarnation. Déjà, on peut le voir par plusieurs éléments, qui se rassemblent, comme la peau claire, les longs bras. Alors dans la réalité, les bras ne sont pas aussi grands, que dans cette peinture. La perspective qui reste, certes, quand même beaucoup travaillée chez cet artiste, mais très sommaire sur un même plan. On a l'impression que cette Vénus, presque, imite la posture d'une statue et qu'elle n'est pas réellement une humaine. Elle a des expressions, certes humains, mais très inhibées, pas ou peu expressives, ce qui laisse supposer qu'elle est quand même, dans la lune et on peut le voir, par rapport à ses traits, fins, à sa chevelure aussi, qui semble presque fusionner avec le vent. Ça n'a rien à voir avec la peinture, mais La Vierge à l'enfant est aussi une œuvre qui m'a bizarrement interpellé. Je sais pas, je me suis senti assez, concerné, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait de recherche concernant cette œuvre. Il me semble que c'est aussi un peintre anonyme qui l'a publiée, parce que malheureusement à la Renaissance, il y avait moins de liberté, d'exprimer, ses valeurs, ses convictions, ses ressentis et même sa foi, malgré le fait que la foi en tout cas en dominante, était considérée comme, des valeurs, morales de ce fait. De plus, vers 1450, il y a eu l'invention de l'imprimerie, donc par Gutenberg, qui s'est fait beaucoup plus tard, je dirais, et qui représente le corps humain avec une précision, avec un respect aussi des proportions. Donc je peux vous citer une autre œuvre, de Léonard de Vinci, qui est L'Homme de Vitruve, qui a été fait en 1492, où là, il va s'intéresser beaucoup plus aux études de la proportion du corps. Donc Léonard de Vinci n'est pas seulement un artiste, un architecte, mais il est aussi un théoricien de l'art et un chercheur scientifique, puisqu'il s'intéresse aux origines des êtres humains, non pas forcément par rapport à leur spiritualité, mais plus à un domaine pragmatique et rationnel. Il va l'opérer grâce aux chevelures, aux tissus, aux expressions du visage, à cette recherche de détails, d'harmonie. L'harmonie, c'est très important aussi, puisque il y aura une mêlée entre le fond et la forme, entre le personnage et le lieu, comme s'il ne faisait qu'un. La thématique du corps, donc de la nudité est très importante comme vous l'avez vu, mais également il y a une grosse différence entre le Moyen Âge et la Renaissance qui va s'exprimer par le mouvement. Donc au Moyen Âge, les corps sont figés, en premier plan, très aliénables, alors qu'à la Renaissance, ils vont être en mouvement. Donc il y a une mise en scène déjà qui est beaucoup plus recherchée, beaucoup plus appréhendée. La sublimation, les thèmes qui sont propices à l'évasion poétique, contemplatif, même lyrique, si je puis dire, vont donner cette illusion de mouvement par déjà cette recherche au niveau des jeux de lumière qui seront sur la peau, la précision des gestes et aussi par rapport à, comme je l'avais dit précédemment, sur cette perspective. Donc l'effet de perspective va être créé déjà par les lignes, ce qu'on appelle un point focal. La notion d'esthétisme est très important par rapport à ce qui est agréable ou non. Et ça me donne une autre idée où je vais peut-être parler de l'esthétique et du beau en art, puisque c'est aussi un des sujets de la licence qui me concerne. Et j'essaye en tout cas d'avoir une longueur d'avance, une anticipation. Comme ça, je pense que je serai moins stressé par rapport aux examens, par rapport au TD, puisqu'il faut s'inscrire, je pense, courant septembre avant la rentrée qui est le 14. Autre révolution, comme je l'avais dit, donc je vous l'ai déjà parlé de Raphaël, qui a fait un célèbre tableau qui s'intitule L'école d'Athènes, donc de 1508 à 1512, qui est selon moi un tableau gigantesque. Donc déjà, le fait que ça soit fait vite, ça m'impressionne. Et l'effet de perspective va être créé par un point focal, ce que je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire par des lignes de l'allée au niveau des arcades successives qui sont en haut du tableau, donc je vous conseille de le voir, c'est un tableau très agréable à regarder, mais également qui va représenter plus grand ce qui se trouve en premier plan.
Donc il y aura une importance vis-à-vis de la proportion et de tous ces personnages qui vont être, mis en scène avec un tel réalisme, une telle volonté, de mise en scène, d'exprimer, bah, le fond des pensées. Et par rapport à la symbolique particulière vis-à-vis de ce tableau, ça va représenter des importances majeures, par rapport, à l'histoire de la vie antique, comme par exemple des dieux, des déesses qui vont faire l'éloge de la modernité, l'éloge de l'amour, de la luxure, peu importe les thèmes qui seront abordés, il y aura une importance viscérale vis-à-vis de la métaphore, en tout cas de cette vie métaphorique, que sont les dieux et les déesses. Je sais aussi que l'architecture a beaucoup évolué, surtout par rapport, à la Renaissance, comme par exemple le fait de réaliser des coupoles monumentales qui ont disparu, hélas depuis l'Antiquité et depuis le Moyen Âge aussi. Je peux vous citer la coupole, de Santa Maria del Fior qui se situe, en Italie, qui a été fait par Brunelleschi, qui est un architecte, hors pair, entre 1420 et 1436. Donc sur ce, j'ai déjà fait l'analyse, déjà de 3 œuvres qui pour moi sont indispensables. Je pense que je ferai beaucoup plus de recherches sur, Raphaël et Michel-Ange, où je citerai au moins 2 œuvres à minimum, pour avoir une description plutôt exhaustive et peut-être des éléments parallèles, qui, bah, confirmeront davantage ma vision vis-à-vis de la Renaissance, pour avoir déjà plus de perfectionnement et pour me dire que j'ai déjà un minimum de «bagage» entre guillemets, utile, pour, en tout cas pour aborder de manière plus paisible, ma licence. Et pour faire un récapitulatif de tout ça, ben, la Renaissance est une période révolutionnaire qui a permis l'émergence de nouvelles techniques, mais aussi, ben, de nouveaux, esprits de pensée, qui vont être beaucoup plus théoriques, et beaucoup plus pratiques surtout, comme, par exemple, la science par la diffusion de l'imprimerie. Et donc tout ça va faire que l'humain va se recentrer et va mettre, plutôt en distance, bah, ces visions et qui ont été à majorité, dominante comme la religion. C'est tout. Je ferai pour la prochaine vidéo l'esthétisme et le beau en art.